Un bonjour culturel pour bien débuter la semaine. Ah bah oui, il s'agit de souhaiter la bonne journée dans les langues pratiquées en France et ses territoires outre-mer. Alors bonjour la métropole, Yorlana pour la Polynésie et pour nos amis de confession juive ou musulmane, je dirais Shalom Aleikoum, tout simplement. Bonsoir et bienvenue dans la France Libre, une émission du CTFCH avec Philippe, avec Yota et avec Jean-Pierre et avec vous messieurs dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes sur nos écrans, on peut dire ça comme ça. On disait ça comme ça autrefois. Maintenant, ce sont des écrans virtuels. Alors voilà. Alors on a suivi la visite de Monsieur Macron en Guyane, qui est allé expliquer aux Brésiliens, qui sont voisins, que ça pouvait plus durer comme ça et que il y avait trop de Brésiliens qui se précipitaient en Guyane française pour obtenir qui la nationalité, qui des droits particuliers, etc. En tout cas des avantages. Et que si ça continue comme ça, comme de toute manière des fusées, on n'en fait plus partir depuis la Guyane ou très peu, on peut très bien se passer de la Guyane et on rendra sa liberté aux Guyanais, qui en feront ce qu'ils voudront. Donc ça s'appelle le détricotage allez, on va dire, des anciennes colonies qui sont devenues des départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, qui effectivement vivent partiellement ou souvent totalement des subsides que leur fournit la métropole, et c'est jamais sans raison, hein. Il y a toujours une raison objective pour ça, économique le plus souvent, et que si on détricote, eh bien ça veut dire qu'on abandonne tout un pan de la logique française par rapport ces départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Avons-nous été consultés pour ça? Je suis pas sûr. Je suis même sûr que non. Et sommes-nous peu ou prou enclins à penser que c'est à l'avantage de la métropole? Je pense pas que ça va nous rapporter des millions et des milliards. Est-ce que c'est à l'avantage des zones concernées? Ça, je suis sûr que non. Voilà, donc il y aura création de misère en contrepartie d'un très faible retour financier par rapport à la métropole qui est censée récupérer l'argent qu'elle ne mettra plus là-bas. Mais c'est pas du très gros argent, hein. Donc voilà. Donc et toutes ces questions sont posées. Monsieur Macron bouleverse la donne, renverse les tables parce que je crois qu'il a besoin de gesticuler dans la situation où il se trouve. Il a besoin d'attirer l'attention ailleurs dans la situation où il se trouve. Et là, évidemment, avec ce qui se passe en Russie, aussi bien au niveau du conflit ukrainien-russe, si on peut dire, que par rapport aux attentats qui sont en cours et dont on sait qu'on nous annonce par avance qu'ils ne sont qu'un début, hein. On se demande où ils puisent leurs sources, hein, tous ces services secrets là, qui agitent l'État islamique, qui agitent un certain nombre de groupes terroristes et mafieux la plupart du temps. Donc quand je dis qu'on se demande, c'est évidemment ironique, hein, puisque rien ne se fait d'après nous, d'après nos observations et d'après certains qui sont bien renseignés, rien ne se fait sans que les services secrets occidentaux soient intercesseurs, soient des intermédiateurs de ces attentats. Voilà, Coluche disait déjà dans les années 80, au tout début des années 80, que l'attentat de la gare de Bologne, souvenons-nous, on a pensé que c'était Pierre, que c'était Paul, que c'était je ne sais plus quelle caste de bandits et d'islamistes. Puis finalement, il s'est avéré que c'était tout simplement, ça avait été organisé par les services secrets italiens. Alors évidemment, ça a acheté un froid, quoi, hein. De là à penser que tout est comme ça, il n'y a qu'un pas qu'au sein du CNTFCH, nous avons tendance à franchir jusqu'à ce qu'on nous démontre que nous avons tort. Voilà. Alors le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Macron, il a changé la donne encore une fois, il a renversé la table encore plus fort, et il a mis en place l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, ça c'est un truc. C'est juste avant la guerre, hein. C'est l'état d'urgence, c'est on reste chez soi. Enfin, on peut recevoir l'ordre de rester chez soi, d'être reconfiné comme nous l'avons été pour des raisons médicales il y a 4 ans. On peut l'être aujourd'hui pour des raisons de sécurité à cause de non pas de Monsieur Poutine, hein, exceptionnellement, mais de Daesh, à cause de l'État islamique, à cause de je ne sais quel groupuscule qui va se mettre sur le devant de la scène en faisant partir des bombes qui vont tuer réellement des gens, hein. Il y a eu, je crois, 150 personnes décédées à Moscou récemment dans une salle de spectacle. Je note les condoléances de Monsieur Macron. Étaient-elles sincères? Il faudrait interroger son âme pour le savoir. Voilà, et que tout ça nous mène donc à ce fameux état d'urgence par lequel Monsieur Macron tient la France, quoi. C'est-à-dire que si demain on ne réalise pas que cet état d'urgence n'est pas justifié, pas plus d'ailleurs que ne l'était l'état d'urgence ou en tout cas le confinement par rapport au Covid-19, et là je fais une bascule, permettez-moi cette bascule, parce que le CDC, le Comité des Central Disease, voilà, hein,
qui définit ce que sont les pandémies dans le monde, eh bien le CDC vient de reconnaître que finalement ce Covid-19, ça a été une grippe. Voilà, une grippe, avec les risques d'une grippe, la dangerosité d'une grippe, la transmissibilité d'une grippe, mais pas plus qu'une grippe. Donc ça veut dire que, puisqu'il s'agissait d'une grippe, nous avons tous, les uns et les autres au sein de la planète, été confinés pour une grippe. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça mérite pas un petit retour sur image, un petit retour pour quand même dire aux gens, attendez, vous nous avez mis dans une situation extrêmement stressante, extrêmement dangereuse, y compris pour les économies. Et là, subitement, vous nous reconnaissez a posteriori, 1 an ou 2 ans ou 3 ans plus tard, que finalement, c'était pas la peine, quoi. C'était juste, on s'est trompé, quoi. Voilà. Il va bien falloir que des comptes soient rendus, alors par le CDC notamment, mais pour l'instant, il est plus question que le CDC prenne la place des gouvernants pour déclarer ce que c'est qu'une pandémie dans un tel ou tel pays. Là, il est question qu'ils prennent cette place-là à la place des gouvernements pour dire, bah oui, il y a une pandémie, donc il faut tout le monde aux abris, tout le monde confiné, tout le monde ceci, tout le monde cela, tout le monde doit se faire vacciner, bien évidemment, etc., etc. Donc voilà, on est exactement dans la même logique entre l'état d'urgence que nous propose Monsieur Macron aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière, dans le cadre de la vaccination obligatoire, dans le cadre du confinement également. Hein. Voilà, donc on vit les mêmes choses à travers des moyens différents. Ça ressemble à une technique, ça ressemble à une stratégie. Maintenant, il y a que les complotistes qui voient du mal. Je pense que les gens normalement constitués, ben, ils choisiront, ils verront ce qui parle à leur âme, à leur cœur, et ce qu'ils reconnaissent comme étant vrai, ce qu'ils reconnaissent comme étant possible, ou bien s'ils ont des états d'âme et qu'ils se posent des questions plus sérieuses par rapport à ce que font les gouvernants de nos libertés. Voilà. Eh bien, nous allons passer à l'actualité en images et on se rejoint juste après. Moi, je ne peux pas adhérer à des théories antispécistes qui mettent à égalité l'homme et l'animal. Moi, je reste attaché au fait que l'homme reste l'animal supérieur. Alors, ça joue sur la corde sensible quand même. Donc, je vais vous répondre là-dessus. L'homme déjà est un animal. Oui, ça on est. Bon, il y a beaucoup de gens. Non, mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Beaucoup de gens pensent qu'on est à part de la nature. On est une espèce parmi les autres. Moi, je pense pas qu'on est supérieur. Je pense que c'est normal d'accorder une importance prioritaire à l'humain quand on est un humain. On se moque souvent des gens qui défendent les animaux en disant oui, mais si tu dois sauver un chien, entre un chien et un bébé, tu choisis qui? Bah évidemment, je choisis le bébé. Je suis un humain, j'irai toujours porter secours prioritairement à un humain par rapport à un animal qui n'est pas de mon espèce. Si un moustique me pique, je vais l'écraser parce qu'il m'agresse et que je me défends. Si les punaises de lit sont dans mon appartement, évidemment que je vais tout faire pour qu'elles n'y soient plus. Donc, il s'agit pas de construire un monde sans violence, parce que paradoxalement, ce serait éradiquer la vie. Les écosystèmes sont en partie bâtis sur la violence. Le rapport entre un prédateur et sa proie est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent, le chevreuil souffre. La question c'est, posons-nous la nécessité de cette violence. Est-ce qu'on a besoin d'exercer autant de violence sur les animaux que ce qu'on fait aujourd'hui? La réponse est non. Et cette violence qu'on exerce dans les élevages intensifs, avec la corrida, avec la chasse à courre, d'ailleurs, la grande majorité des Français sont contre ça, quelles que soient leurs opinions politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, c'est pas la question. On fait ça parce qu'on pense qu'on est une espèce supérieurement intelligente et au-dessus des autres. C'est une erreur. On est une espèce différente des autres, avec une intelligence très particulière. Mais par exemple, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que se disent les baleines quand elles chantent? Qu'est-ce qu'elles se racontent? Les scientifiques qui étudient les baleines le disent, on ne sait pas. On n'est pas assez intelligent pour comprendre la complexité de l'intelligence des autres. Et ça doit nous inciter à la modestie. Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de place sur cette planète. On a une place légitime sur Terre, nous les humains. On a le droit de vivre sur cette planète. Il ne s'agit pas de s'effacer, il s'agit d'accepter de laisser un peu de place aux autres et de les respecter. L'actualité en images, et j'aimerais recueillir les impressions de Jean-Pierre. Eh ben, merci. Alors, il y a eu beaucoup de choses de dites. Moi, j'ai lu dans un livre que j'ai lu dans ma jeunesse, la différence entre l'homme et l'animal est nulle car tout est vain ou quête de vanité. Alors, je vous laisse méditer sur la vanité. Si c'est une des qualités spécifiques à notre espèce, dans ce cas-là, nous avons certainement une supériorité. Et puis, à la fin du discours, j'ai quand même apprécié l'aspect relativement équitable, à savoir, nous n'avons pas le droit de faire souffrir des animaux quand ça n'est pas absolument nécessaire, par exemple pour les manger, tuer pour manger, d'accord. Et nous avons aussi, nous sommes tenus à respecter un certain équilibre et leur laisser le droit de vivre décemment. Donc ça, merci à ce monsieur d'avoir souligné ça. Et merci Sylvain de nous avoir montré cette vidéo qui dit bien là où en sont les gens.
Il y a aussi quelque chose qui nous caractérise, nous, humanoïdes, c'est l'orgueil. Je ne sais pas, mais il me semble que parmi toutes les espèces, nous étalons royalement notre supériorité dans ce domaine. Merci à chacun et à chacune d'avoir entendu. Merci à toi Jean-Pierre, nous allons pouvoir rentrer dans le sujet du soir. Alors, République et démocratie, est-ce la même chose? Non, pas du tout, et on va faire justement un petit rappel par rapport à ça. La différence entre la République et la démocratie. Philippe, Lyota, c'est à vous. Alors, je vais introduire le sujet pour Iota, évidemment, qui va nous parler de tout ça, parce elle est bien plus savante que nous tous en ce domaine. On s'aperçoit aujourd'hui que les personnes sont perdues dans beaucoup de domaines, mais en particulier dans la distinction entre ce que c'est qu'une république et ce que c'est qu'une démocratie. Pourquoi c'est pas la même chose? Et pourquoi chez les Américains, ils ont d'un côté des démocrates, d'un autre des républicains, comme s'il y avait d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, et qui est le gentil, qui est le méchant. Donc ça, ce sont des mots qui sont utilisés régulièrement depuis des siècles maintenant, hein, et qui sont soit chargés, soit déchargés d'un certain nombre de sens, et qu'il s'agit de remettre dans le bon sens, justement, si on veut comprendre un peu là où nous sommes déjà, et de là d'où nous venons. Alors, cette démocratie telle que expliquée par Iota et d'autres avant elle, mais qu'elle a su traduire, cette démocratie, elle a des caractéristiques précises. On voudrait y revenir rapidement, mais y revenir quand même. De même, et ensuite, on la comparera à ce que c'est qu'une république qui est chère au cœur des Français, qui n'a pas le même sens au cœur des Français qu'au cœur des Américains ou qu'au cœur de l'Allemagne de l'Est, de l'époque de l'Allemagne de l'Est. C'est des sens différents. Et comment il ne faut pas tomber dans les pièges de la sémantique pour dire ça c'est bien, on a essayé, mais ça marche pas. Si, ça marche. Et on va essayer de répéter, de redire comment et pourquoi ça marche. Et là, je passe la parole à Iota. Bonjour les amis. Alors, si vous permettez, j'aimerais d'abord faire mes condoléances à ce qui s'est passé en Russie. J'étais vraiment triste de tout ça parce que c'est toujours les citoyens, les simples personnes qui payent les pots cassés. Et ça, c'est très triste à notre époque qu'on ne réussisse pas à séparer totalement les actes de guerre et de terrorisme de notre civilisation à chacun dans notre pays. Et donc là, pour relier cet acte à l'oligarchie, c'est encore une fois très important de comprendre c'est quoi la démocratie, c'est quoi la République, c'est quoi l'oligarchie, et de savoir que ce n'est bien sûr pas les 10 nigauds qui ont accompli cet acte en Russie ou les 10 autres ailleurs. Bon, évidemment, Bataclan, enfin bon, moi ça m'a rappelé aussi le 11 septembre aux États-Unis. Et tout en réfléchissant, eh bien, je ne peux faire qu'une chose, c'est mettre derrière ces actes toujours l'oligarchie qui veut nous diriger et qui est capable de tous les amis. Et ça, je vous le dis depuis très longtemps dans l'émission, hein, depuis le début. L'oligarchie ne fait pas de quartier, elle suit son programme comme un rouleau compresseur. Et donc, nous nous retrouvons tous à chasser des lapins qui, en définitive, ne sont que manipulés. Donc, toutes ces histoires se font toujours sous des faux drapeaux. Des faux drapeaux, pourquoi? Ben, pour cacher l'oligarchie qui est derrière. Et justement, là, paradoxalement, la Russie voulant se libérer de ce mondialisme, en tout cas d'une certaine manière, parce que je ne dis pas qu'ils ne sont pas mondialistes, tout le monde est mondialiste sur la planète, mais voilà, je le ressentais qu'il allait arriver quelque chose en Russie parce que beaucoup de personnes sur la planète se disent finalement on va utiliser le rouble, on va peut-être même aller habiter en Russie. Et il fallait quand même démontrer que nous ne sommes en sécurité nulle part sur cette planète. Et croyez-moi, tant que ce sera l'oligarchie là derrière, nous ne serons jamais en sécurité tant que nous n'aurons pas repris nos droits souverains et que nous ne compterons pas ce système. Ça, c'est donc pour ce qui se passe en Russie. D'autre part, je voudrais souhaiter la fête nationale à tous mes concitoyens grecs
Aujourd'hui, c'est quand même un jour important, c'est une fête nationale pour nous, c'est-à-dire c'est le 25 mars 1821, c'est-à-dire le jour de la libération de la Grèce par les Ottomans. Et donc, encore une fois, là, j'étudie l'histoire et évidemment, chaque année, d'autres informations arrivent. Et déjà à cette époque-là, eh bien, c'était même les Ottomans, c'était déjà l'oligarchie, et c'était déjà elle qui décidait de pas mal de choses. Et donc voilà, aujourd'hui, on fête ça quand même en honneur pour nos grands-pères qui se sont quand même battus. Donc cette bataille-là n'était pas la seule, hein. Ils ont fait au moins 100 tentatives avant d'obtenir la libération des Ottomans. Et donc, c'est vraiment une fête nationale très, très respectée et très, très suivie en Grèce, puisque, eh bien, c'est le peuple, c'était ni bien sûr, les oligarques modérés ont participé à cette révolution, mais c'est quand même le peuple lui-même qui s'est soulevé et qui s'est dit, tant pis, on y va, on peut plus continuer comme ça, et donc on y va. Et donc aujourd'hui, nous sommes encore très fiers quand même que le peuple a pu réaliser cet exploit avait duré quand même 400 ans, il faut le souligner. Donc 400 ans sous les Ottomans, ça commençait à bien faire. Et c'est comme ça, malheureusement, que réagit le peuple, c'est-à-dire que il faut qu'on en arrive vraiment, qu'on en ait vraiment ras la casquette pour commencer à se réveiller et dire, voilà, on ne va pas accepter ce système. Évidemment, aujourd'hui, nous avons affaire à des fourbes, hein. Les oligarques aujourd'hui, eh bien, avec la République et avec la technologie qu'ils possèdent et aussi les moyens financiers, et ils peuvent évidemment nous bombarder de fourberies, de mensonges, de propagande, de sorte à ce qu'on ne sache jamais qui se trouve derrière ces choses-là. Et ça, les amis, c'est lié à la République. Pourquoi la République? Eh bien, parce que la République, nous choisissons nos représentants. Nous participons aux élections pour choisir nos représentants. Et quand on choisit ses représentants, il est clair qu'à un moment donné, eh bien, ces représentants vont réagir pour les deux parties. C'est-à-dire qu'en moyenne générale, ils réagissent pour l'oligarchie, puisque ce sont des armes et des moyens que l'oligarchie utilise pour nous commander et nous tenir en groupe, mais c'est aussi parce que de temps en temps, nous y participons. Là, je crois qu'il y a une urgence. Il faudrait vraiment qu'on connaisse ce que veut dire démocratie et ce que veut dire république. Et nous allons rester, les amis, dans cette république tant que nous élirons nos représentants. Chose qui est totalement interdite en démocratie. Voilà donc une petite balance qu'on peut déjà faire entre la démocratie et la République. En démocratie, il est interdit, strictement interdit, je dirais même radicalement interdit, de se faire représenter par quelqu'un dans quelque situation que ce soit. Donc ça, c'est la majeure différence entre une république et une démocratie. La république, alors la numéro un, la numéro 2, la numéro 3, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, on peut en faire une vingtaine si tu veux, tant qu'on ne change pas le système par la racine, c'est-à-dire que le peuple réobtienne sa souveraineté. Évidemment, ça paraît une montagne, hein. Quand on ne connaît pas la démocratie, la véritable démocratie, et surtout qu'on utilise ce mot sans le connaître, parce que moi, quand je regarde les médias et tout ça, j'entends le mot démocratie au moins 50 fois par jour. Mais chaque fois, je me dis, est-ce que ces gens-là savent de quoi ils parlent? Parce que à aucun instant et à aucun moment, nous ne pouvons imaginer
que nous serions en démocratie aujourd'hui. C'est absolument impossible. Et la première raison évidente, évidemment, c'est que nous utilisons les représentants. Les représentants, les partis politiques, les équipes de football, tout ça est très bien relié. L'oligarchie a fait un très bon travail, de sorte à ce que on se croit dans une partie ou dans une autre, sans savoir que nous avons les deux pieds dans le même système, donc le système oligarchique. Je rappelle encore une fois ce que veut dire oligarchique. Oligarchique veut dire que le gouvernement, la manière de gouverner, le système en place, le pouvoir de ce gouvernement n'est utilisé que par les très peu, le petit nombre. C'est-à-dire qu'une royauté est une oligarchie, Poutine à lui tout seul en Russie est une oligarchie. Donc un gouvernement qui utilise les ministres, les présidents, les parlementaires, donc le petit nombre, comparé à la démocratie, où chacun vote tous les jours, chacun applique ses droits politiques tous les jours, en allant à sa mairie, en étant conscient des communs que chacun a dans sa mairie. Et donc, la chose essentielle qui nous fait aussi comprendre que nous ne sommes absolument pas en démocratie, c'est que, eh bien, au lieu des élections, en démocratie, c'est le tirage au sort. Et donc, nous n'avons pas cette élection, ce système électif que je vous ai déjà dit, hein, que ça a été épuisé de l'époque de la démocratie, ce système électif. Nous le devons à Platon. Alors là, les amis, je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse un petit retour historique pour expliquer qui est à la base de la République, en fait, à qui nous devons la République. Et ça va, j'ai 2 minutes, vous me laissez le temps, d'accord? Alors voilà, donc à l'époque de la démocratie, nous avons le grand philosophe Platon que tout le monde connaît, évidemment. Et ce grand philosophe Platon, il avait décidé que c'était les aristocrates qui devaient gouverner. Et donc, il s'est installé dans son académie. Je dois vous dire au départ qu'il était de famille très, très riche et de famille d'extrême droite. Et donc, il s'est installé dans son bureau et il a écrit la cité athénienne et comment devait être organisée la cité athénienne. Il s'est basé à 100% sur le système électif qui était utilisé en démocratie, mais dans des cas vraiment très, très rares, c'est-à-dire dans le choix d'un officier qui connaissait les terrains. Et donc, comme ils en avaient qu'un, ils ne pouvaient pas en tirer au sort un autre. Donc, ils décidaient, voilà, nous gardons Périclès pour les entreprises pour avoir des alliés ou pour partir en guerre. Et donc voilà, on a le Platon qui invente donc ce système. Il est parti de la démocratie parce que les Athéniens l'ont mis carrément dehors. Ils lui ont dit, peut-être que tu pourrais aller essayer ton système ailleurs et s'il fonctionne très bien, revenir chez nous. Pendant ce temps-là, évidemment, ils attaquaient la démocratie à fond. Et donc, on a Platon qui part à Syracuse. C'est un autre livre très petit que je suis en train de traduire, c'est Le voyage de Platon à Syracuse, pour essayer d'installer son système électif démocratique, entre parenthèses, je parle en son nom là. Et donc à Syracuse, figurez-vous qu'il a aussi reçu des coups de pied. Il est parti en pleurant, en se disant, mais où est-ce que je vais pouvoir mettre en application ce système? Il est donc parti sur les autres îles de la Grèce pour essayer de trouver des collaborateurs pour monter ce système. Mais pendant ce temps-là, les Romains, voyant que Platon parlait beaucoup de son système de nouvelle cité athénienne, basée sur des aristocrates et des représentants, ils se sont dit, voilà la belle république que nous allons utiliser comme système pour montrer aux autres que nous avons un système démocratique.
Et donc, sous les empereurs, les grands empereurs romains, les gentils et les méchants, mais enfin, il y en a plus de méchants que de gentils dans cette histoire, ont utilisé la République. Eh bien, de Rome, évidemment, la République est partie dans toute l'Europe, jusqu'en Angleterre, et c'est aux États-Unis qu'on la retrouve la première fois. Donc, à la création des États-Unis, ils décrètent qu'ils mettent en route la République, en partant de la France aussi, évidemment, puisque les Français étaient quand même colonisateurs aux États-Unis, donc ils ont donné l'information de la République. Et on se retrouve aujourd'hui avec la République. Et comme dit Philippe, nous avons eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, nous avons la cinquième. Et tout le monde parle d'une sixième République. Mais qu'allons-nous changer avec une sixième République? C'est là la question. Et là, les amis, je vous laisse poser des questions à ce sujet. Alors, premièrement, oui, des réformes plus que des changements, des réformes de changement de tête, des réformes attachées au changement civilisationnel. Je veux dire qu'il y a des gens pour dire aujourd'hui que la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est une vieillerie poussiéreuse qu'il convient de dépoussiérer, alors qu'officiellement, elle fait toujours partie du bloc constitutionnel de la France. Donc, il y a des dépoussiérages, on va appeler ça comme ça. Et puis, il y a des nécessités liées au changement du monde international. Je veux dire que la Cinquième République, elle est née à la suite de la quatrième, comme dirait l'autre, mais c'est surtout la quatrième qui est née après la guerre, quoi, hein, juste après la guerre de 39-45. Donc les guerres sont propices à des changements majeurs, et donc on fait une république complémentaire où on la renumérote parce qu'elle tient compte d'un certain nombre de changements. Voilà. Ça, c'est ma réponse à ta question. Et puis moi, j'ai une question aussi pour toi. Qui est-ce qui décidait et qui est-ce qui a décidé que dans une démocratie, on ne pouvait pas avoir de représentants? Et pourquoi l'a-t-on décidé d'entrée de jeu? Eh bien, ça, c'est une question très facile. La réponse est très facile. Il faut toujours s'imaginer donc que les gens étaient des esclaves avant d'arriver à une démocratie à 100%. Et donc, à partir du moment où toute une population qui était esclave, à cette population, on lui donne des droits politiques, on lui dit maintenant, vous devez participer à votre mairie, vous pouvez prendre des décisions dans votre mairie et que vous allez tous discuter ensemble et puis tirer au sort les meilleures idées. Eh bien, en démocratie, donc, je ne sais plus, Philippe, là, j'ai perdu un peu le fil. Non, voilà. Qui est-ce qui avait décidé? Qui a décidé que il n'y aurait pas de représentation? Ça a été donc décidé par Voilà. les fondateurs de la démocratie, de la vraie, de la seule. Voilà, C'est eux donc, qui en ont décidé ainsi. C'est un mode de fonctionnement, en fait, de vivre ensemble. voilà, c'est un mode de fonctionnement. Et donc, tous ces gens qui étaient esclaves et qui un jour, ça s'est passé du jour au lendemain, cette histoire, on leur dit maintenant, c'est vous qui avez tous les droits. Eh bien, il n'était pas question qu'ils délèguent à quelqu'un. À partir du moment où ils reçoivent un droit politique, il n'était absolument pas question de le déléguer à qui que ce soit. Donc, ils ont usé et abusé, et ils ont très bien fait, de leur droit de souveraineté, c'est-à-dire de participer aux assemblées de leur mairie et de faire partie des décisions. Par exemple, Macron, là, il vient d'annoncer l'état d'urgence et toute l'Europe va suivre. Eh bien, en démocratie, c'est impossible de faire qu'un roi établisse un état d'urgence sans concerter ses citoyens. Même certains monarques ont prouvé qu'il fallait toujours garder l'avis de la population malgré qu'ils étaient en oligarchie. Et donc voilà, Philippe, c'était surtout donc civilisationnel, je peux dire comme effet, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un est esclave et qui tout d'un coup il devient libre, eh bien il va user et abuser de ces droits-là. Et il a très bien raison de le faire, évidemment, puisque nous avons vu par la suite
qu'est-ce que cette liberté a donné pendant 145 ans, hein. Donc pour ça, il faut lire mon livre, évidemment, et comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, Jean-Pierre? Oui, j'aimerais savoir, euh, j'ai toujours eu l'impression que les dictatures s'instaurent en pervertissant le langage, chaque mot de notre vocabulaire. Et d'un mot tout simple qui veut dire la chose du peuple, on fait croire aux gens que c'est un système de gouvernance, alors que c'est pas un système, c'est la chose du peuple, au sens littéral. Donc si c'est sa chose à lui, c'est à lui de s'en occuper, me semble-t-il. Donc même le mot république nous a été royalement perverti et on nous a fait croire que c'était complètement autre chose que ce que c'était à l'origine. Et donc, après, on nous fait croire en plus que la démocratie, c'est comme ce qu'on nous a fait croire pour la République. C'est une petite poignée de gens qui décident pour tout le monde parce qu'ils ont eu le privilège de trafiquer les élections ou d'être élus honorablement, ce qui est très rare, pardon. Évidemment, Jean-Pierre, là, ils ont abusé des mots, mais aujourd'hui on constate, hein, quand je regarde les télévisions, enfin la télévision je regarde pas, mais les nouvelles sur Internet, tout le monde parle de la démocratie qui est en danger, tout le monde parle de cette démocratie, qu'allons-nous faire, nous allons la perdre. Et donc, quand on est en République, c'est comme si, prenons un exemple, hein, c'est comme si une société communiste parlait de socialisme. C'est évidemment très déroutant pour le peuple parce qu'on se dit, bon, l'un, l'autre sont très proches et tout ça. Mais bon, on a affaire à deux systèmes complètement différents. La République étant une arme totale de l'oligarchie puisqu'elle est organisée de manière à ce qu'on ait les aristocrates les meilleurs qui nous gouvernent. Alors que la démocratie, eh bien, c'est chacun qui prend ses deux pieds et qui va le matin à la mairie pour aller faire son devoir de voter 4 fois sur une journée pour les thèmes qui les concernaient pour les communs. Donc, effectivement, Jean-Pierre, le dialogue est pervers, est très pervers, mais il faut quand même aussi que les gens étudient un petit peu. Je veux dire, qu'on lise un peu moins de romans et un peu plus d'histoire, peut-être, parce que à travers tous les historiens, et c'est le travail que j'ai fait moi, à travers tous les historiens, j'ai quand même réussi à sortir un système qui a son statut, qui est présenté, qui a son mode de fonctionnement. Et donc, pourquoi vouloir absolument mettre un autre système là-dedans? Eh bien, pour nous tromper avec les mots, évidemment. Et ils nous trompent avec les mots, ils nous trompent avec les images, et l'oligarchie ne se gênera jamais de le faire. Parce qu'au bout du compte, ils viendront et ils vous diront, mais c'est pour ton bien, mon enfant, que nous faisons ça. C'est pour ton bien. Donc voilà. Là, évidemment, il faut que le peuple s'éveille et qu'il étudie bien les deux systèmes, et même la royauté, et même la gauche, la droite. Moi, tout ce que je sais, c'est que eux sont en haut et que nous sommes en bas, et qu'on a intérêt à retourner le triangle pour arriver. Oui, Philippe. Bah, je te laisse finir ta phrase, mais bon, on a compris, je crois, le sens général. Moi, ce que je voulais signaler, c'est que pour être dans le vif du sujet de ce soir, République versus démocratie, dans le cas de la République, on nous propose une délégation de pouvoir, hein, c'est-à-dire que vous votez pour quelqu'un qui va choisir à votre place. Ça, c'est la délégation, c'est la République. Oui. Qui cache derrière elle, implicitement ou explicitement, la possibilité, donc, l'existence de la corruption, tout simplement, hein, qui a été vue assez rapidement dès les débuts de la République, sous la Révolution française, par des gens comme Robespierre, qui a tout de suite identifié l'écueil. Et il avait bien raison. Alors, la contrepartie de tout ça, le remplacement, ça serait une mobilisation de chacun d'entre nous. À nous, c'est les citoyens, c'est les êtres humains,
Et je dis bien mobilisation parce que par opposition à délégation. Alors, délégation, ça veut dire que je donne à d'autres mon pouvoir parce que moi je ne sais pas faire, je ne me sens pas capable d'eux, ou je trouve que ces gens sont bien plus intelligents, bien plus savants que moi, donc je leur délègue. Mais si on est en démocratie, on ne délègue plus. On est dans un phénomène, on rentre dans un phénomène de mobilisation. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que au lieu de voter une fois tous les 4 ans pour choisir son chef ou choisir ceux qui vont nous exploiter, on va voter pratiquement 2 fois par jour. 4 fois par jour. Allez, 4 fois par jour, qui dit mieux? 4 fois par jour. Donc là, on est dans une mobilisation véritable de la population française, ou quelle que soit la population. Et dès l'instant qu'on comprend cette différence-là, quantitative, tout simplement quantitative, on comprend que qualitativement, ça va aussi évoluer et que former les gens à aller à la mairie, ce que tu appelles à la mairie, c'est-à-dire à l'Assemblée populaire, pour décider d'une part de ce qui se passe au niveau local, puis régional, puis national, et que ça se fait par tous les citoyens, qui viennent tous s'inscrire pour être un jour peut-être tirés au sort, qui sont tirés au sort et qui vont décider de ce qui va advenir du bien public. Là, ça change complètement la donne. On n'est pas sur les mêmes volumes, là. On n'est pas sur les mêmes ambitions. Et quand il y a des décisions d'urgence à prendre, ce qu'on nous oppose toujours, hein, mais s'il y a des décisions urgentes, on n'a pas le temps de réunir tout le monde, etc., etc. Bah, ça va beaucoup plus vite qu'on pense. En tout cas, sous l'Atlantique, on a des exemples précis, puisqu'il y a eu des guerres à peu près tous les 2-3 ans, hein, pendant la période démocrate, dans l'Atlantique. Et donc, il a fallu prendre des décisions d'urgence. Eh bien, elles étaient prises d'urgence. Elles étaient prises d'urgence parce que les gens se mobilisaient et avaient l'habitude de se mobiliser. Alors qu'effectivement, quand c'est la guerre et que c'est la conscription, on n'a pas trop envie d'y aller parce que on est d'abord agriculteur et pas soldat, et qu'on n'a pas forcément envie d'aller se battre. Et deux, on n'a pas envie, quoi. On n'est pas dans le truc. Alors que quand il s'agit de défendre son propre système de gouvernance qui nous donne à chacun d'entre nous, la liberté d'exprimer nos opinions et d'exprimer ce que nous voulons voir émerger, et qu'on s'aperçoit que dans 70% des cas, c'est conforme à peu près, il y a une conformité, une uniformité de ce que pensent les personnes à 70% des cas, parce que la question finale qui creuse le sujet ou qui le met en exergue, c'est cette question-là qui nous intéresse, et non pas les détails d'une loi. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne principale de la loi. Et dans cette ligne principale, on s'aperçoit qu'on est tous d'accord à plus de 70%. Et voilà, donc c'est ça qui fait qui crée la démocratie, c'est à la fois le fait de ne plus avoir de délégation, donc de se mobiliser nous-mêmes et de s'apercevoir par là même, comme nous en sommes aperçus au sein du CNTFCH par l'expérience, nous apercevoir que quand on réfléchit, même chacun dans son coin ou en groupe, on arrive tous à la même conclusion. Quand on fait partie du même monde, évidemment, hein. Et non pas du monde de ceux pour qui on a voté, mais du monde pour qui, du monde qu'il faut faire avancer tous ensemble dans le cadre de la démocratie. Voilà, j'ai peur de me répéter, mais la démocratie, c'est l'opinion de tout le monde, qui n'est pas forcément la meilleure, hein. Il y a toujours des gens pour le dire, oui, mais des fois les gens se trompent, etc., etc. Alors effectivement, si c'est une décision qui est mal prise, on peut se tromper, hein. Là, je suis d'accord, hein. Sauf qu'il faudrait qu'on m'explique si par hasard, pendant toute la mandature de M. Macron, il n'aurait pas lui-même commis quelques erreurs. Je pense qu'en fouillant, on pourrait trouver, hein. Donc, ce n'est pas l'apanage du groupe, c'est l'apanage du groupe et des individus qui aujourd'hui nous gouvernent dans le cadre d'une république. Donc, tout le monde se trompe, hein, et que ce soit pour la paix comme pour la guerre. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en plein dedans. Faut-il se mettre en état d'urgence? Faut-il admettre qu'on va déposer des troupes en Ukraine? Tout le monde a son opinion sur la question. Je ne vais pas répondre à ces questions ce soir, mais on est bien dans un exemple où il faudrait que les bonnes décisions soient prises, que ce soit par le groupe ou que ce soit par un seul homme. Or, on a l'impression que c'est par un seul homme et que cet homme seul ne décide pas par lui-même. Mais ceux qui sont avec lui pour décider ne sont pas sur le devant de la scène. Ils sont au-dessus de lui, derrière lui. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Hein, voilà. C'est qu'on a un peu la double peine. C'est-à-dire que non seulement nous avons une république qui fait appel à des représentants pas toujours bien géniaux et qui fait appel à la délégation, mais en plus nous avons une république cachée qui est au-dessus des nuages et qui dit et fait des choses telles que maintenant le président de la République n'est plus qu'un petit soldat de cette République du haut, si je puis dire, hein, et c'est elle qui décide. Donc notre destin nous échappe doublement. C'est-à-dire qu'avant on était capable de se dire on se fait avoir. Aujourd'hui, on sait plus parce qu'on voit plus qui tire les ficelles et qui est en haut, quoi. Donc on se fait avoir, mais sans le savoir, quoi, si je puis me permettre.
Mais Donc, Philippe, voilà. il faut voir que un Macron aujourd'hui, comme tu dis, il y a l'arrière-scène et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est encore une autre différence entre la démocratie et la République? C'est que le peuple appliquait des contrôles. C'est-à-dire, le peuple avait le droit d'appliquer des contrôles, de contrôler des situations ou de contrôler des finances. Et donc, à ce moment-là, on va vers plus de démocratie. C'est-à-dire que quand le peuple prend son pouvoir, sa souveraineté, tout comme on ferait avec un avocat, hein, qui est notre représentant vis-à-vis de la loi. Donc, on dirige notre avocat en lui disant, voilà, moi j'ai fait ça, l'autre il a fait ça, comment est-ce qu'on peut... Mais votre avocat, c'est vous qui le payez, c'est vous qui le dirigez quand même pour l'affaire qu'il a à défendre. Et donc, nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on on regarde la télévision comme des idiots et puis on les laisse faire, on contrôle rien, ni la comptabilité de notre pays. On ne contrôle pas comment ils votent les lois, comment ils font les lois, pour qui ils font les lois, mais il faudrait quand même comprendre que c'est l'activité du peuple, donc une activité de dire on va les contrôler. Et c'est ça, c'est là où le peuple a un manque. C'est que il a voté pour quelqu'un, il a élu quelqu'un et il le suit les yeux fermés. Alors qu'aujourd'hui, ils ont quand même prouvé que leurs intérêts étaient plus du côté de l'oligarchie que du côté du peuple. C'est pour ça qu'on nous traite de moutons. Et effectivement, nous sommes des moutons parce que nous ne contrôlons pas nos représentants. Nous les laissons faire ce qu'ils veulent. Et donc, Macron n'a pas plus de parole que vous et moi vis-à-vis de ces gens qui le gouvernent, qui est l'oligarchie mondiale, et qui n'a rien à faire avec les oligarques russes qui sont des riches entrepreneurs. Ce n'est pas eux qui gouvernent, ils ont qu'une petite partie du gouvernement. En Russie, en Amérique et partout dans le monde et dans tous les pays, il y a toujours une oligarchie derrière tous ces gouvernements. Et donc, nous, si nous ne contrôlons pas Macron, si nous ne contrôlons pas le mien en Grèce, Mitsotakis, lui, il est encore moins contrôlé que Macron, eh bien, on arrive à un système politique qui ne tient pas, qui est voué à d'abord faire souffrir le peuple et ensuite à imploser par lui-même, puisque aujourd'hui, il est bien clair que nos présidents et nos premiers ministres travaillent plus pour les riches que pour le peuple. C'est tout de même assez clair. Et donc voilà, c'est là où le peuple a une faille, c'est parce que il ne fait aucun contrôle. Il se dit, lui, il a la capacité. Donc l'aristocratie, la société aristocratique de Platon nous prouve 2500 ans après que Platon n'avait pas tort en définitive dans ses analyses. Et donc voilà, c'est là que le peuple devrait se réveiller et comprendre. Et vous savez que si vous la connaissiez comme moi je la connais, eh bien des situations d'attentats comme il s'est passé à New York ou en Russie hier, eh bien c'est des situations qui n'arriveraient pas et nous n'aurions même pas de guerre en fait. Nous n'aurions aucune guerre. Pourquoi? Parce qu'on se concerterait tous et si vous faites un référendum, je l'ai déjà dit, hein, il n'y a personne qui veut la guerre. Personne sur la Terre. Jean-Pierre, nous allons t'écouter et puis nous allons clôturer l'émission. Voilà. Okay. Oui, alors personne ne veut la guerre sauf les fous qui souffrent tellement peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes, qui veulent faire tout exploser pour montrer leur souffrance, je ne sais pas. En tous les cas, effectivement, personne d'entre nous, des gens simples, ne veut la guerre. Je voulais demander, enfin, il me semble que et je l'ai vécu pendant les commissions qui ont été faites par le Conseil national de transition français Canal historique, que quand on fait tourner une idée, à la force de tourner, ça fait comme un égout de salade, c'est-à-dire que les choses lourdes de l'idée vont être expulsées.
parce que l'idée tourne et que chacun va amener son perfectionnement à l'idée. Et c'est ça qui permet d'éliminer les idées, quelles que soient même les idées de base, qui peuvent être imparfaites. Ça va finir par faire une forme de perfection grâce à un peu cette force centrifuge qui va faire que les idées lourdes vont aller vers l'extérieur et retomber, alors que seul va rester l'essentiel de l'idée. Et finalement, effectivement, comme le disait Philippe, tout le monde va être d'accord, puisqu'il ne reste que l'essence et pas les choses lourdes et collantes. Voilà. Alors, j'en ai fini. Je suis désolé d'avoir pris un peu de temps de parole. Et oui, Philippe. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais, avant qu'on clôture, parce qu'on est pris par le temps, enfin, on s'est nous-mêmes donné un temps. Voilà, tu as parlé de contrôle, et effectivement, c'est un des points clés, hein, tu as tout à fait raison. En ce qui concerne la France, donc depuis 2008, on a oublié de contrôler qu'il y avait eu une forfaiture, et on a oublié de dire aux magistrats, ils ont oublié de s'auto-saisir sur le traitement de la forfaiture, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un régime illégal, hein, non légitime et tenu par des usurpateurs. Alors ça, c'est ce que nous disons depuis le début. Donc ça, c'est pour la notion du contrôle. Même s'il n'y avait pas eu ça en 2008, il y aurait quand même la nécessité de se contrôler et on s'apercevrait quand même qu'on a des défauts de contrôle. On n'est pas réactif. Et nous, en France, on a quand même, pour des choses aussi graves que ce qui s'est passé en 2008, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui normalement auraient dû réagir en tant que représentants et observateurs de la nation française, auraient dû réagir à la forfaiture. Ce qu'il n'a pas fait, il a tourné la tête à gauche quand il fallait regarder à droite, et donc il est complice de cette forfaiture. Donc là, nous avons la preuve que nous avons effectivement affaire à des gens qui non seulement font des règles qui sont pas à notre avantage, mais qui en plus ne les respectent pas. Donc c'est ça la double peine, hein, ce que je disais tout à l'heure. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis peut-être aussi parler rapidement de conseils de quand on veut nous écrire, c'est contact.conseilnational.fr. Quand on veut faire des dons, c'est sur notre site. Et puis rappeler que tous les lundis soirs sur une salle dont les adhérents ont le numéro, on peut se rejoindre pour discuter entre nous. Et c'est tous les lundis soirs à 21h. Et puis se rappeler bien sûr que le livre de Jutta Angelaki, je vais le remontrer à l'écran, il est encore disponible. Merci Philippe. Et l'adresse mail, Jutta la mettra juste en dessous de l'émission, comme elle le fait d'habitude, si jamais on veut se procurer son livre. La démocratie assassinée des Fialtistes, qui résume beaucoup de choses et qui explique beaucoup de choses. Je crois qu'il était important de revenir sur cette différence entre la démocratie et la République. Et on n'a pas fini d'y revenir et on y reviendra par tous les chemins. Voilà. Vous l'aurez compris, il faut se méfier des contrefaçons. Évidemment, la démocratie n'est pas la République et la République n'est pas la démocratie. Merci Philippe, merci Jutta, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Dans 48 heures, notre prochain rendez-vous avec la France Libre, une émission du CNTF-CH. Excellente soirée.